Les 35 heures. C'est un chiffre qu'on connaît tous en France, c'est presque un symbole. On a l'impression que c'est simple, que tout est dit. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se cache derrière? C'est la question du jour. On va se pencher sur la durée légale du travail. Et pour ça, on a deux documents. D'un côté, une infographie, très visuelle, très claire, qui donne les chiffres clés. Et de l'autre, un texte, plus dense, qui explique un peu le pourquoi du comment. Notre mission, c'est de décortiquer tout ça, de voir comment ces règles, au fond, rythment nos vies. Oui, et c'est important de voir ça comme un tout. La durée du travail, ce n'est pas juste une liste de chiffres, c'est un cadre. Un cadre qui a été pensé pour protéger, Protéger les salariés. exactement, pour éviter le surmenage et puis pour garantir cet équilibre si important entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est la pierre angulaire de tout le système. Alors allons-y, plongeons dedans. Le point de départ le plus logique, c'est ce fameux chiffre, les 35 heures. On pense tout de suite au l'oiseau-brie, début 2000. C'est ça. Et l'image qu'on a tous en tête, c'est la semaine de 5 jours, 7 heures par jour, le temps plein de référence. Et le mot référence est absolument crucial ici. Ce qui est fascinant et que beaucoup de gens oublient, c'est que les 35 heures, ce n'est pas un plafond. Ah bon? Ce n'est pas une limite à ne pas dépasser. Non, pas du tout. C'est un seuil. Le texte est très clair là-dessus. C'est la ligne à partir de laquelle on change de régime si on veut. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à partir de la 36e heure, on entre dans les heures supplémentaires. Et ces heures, elles doivent être majorées, donc elles coûtent plus cher à l'entreprise. Donc le but, ce n'était pas d'empêcher les gens de travailler plus. Non, l'objectif était double. D'abord, rendre le travail en plus coûteux pour que les entreprises, elles préfèrent embaucher plutôt que de faire des heures sup à tout va. Une politique de l'emploi, en fait. Exactement. Et puis, deuxièmement, s'assurer que quand un salarié fait un effort supplémentaire, il soit mieux récompensé. Donc c'est une borne, pas une barrière. Voilà. D'accord, c'est très clair. Ça, c'est la base de la semaine. Mais si on zoome sur une journée, l'infographie, là, elle est très parlante. On a une petite horloge pour les 7 heures standards, mais juste à côté, il y en a une bien plus grande, 10 heures, avec écrit max jour. Oui, c'est ça. La loi fixe une durée maximale de travail effectif à 10 heures par jour. C'est le premier garde-fou. C'est le premier garde-fou, tout à fait. Ça veut dire qu'en temps normal, une journée de travail a une fin. On ne peut pas demander à quelqu'un de travailler 14 heures d'affilée comme ça. La limite, c'est 10. Attendez, parce que je regarde de plus près l'infographie et je vois une troisième horloge. Ah, Et elle pointe sur 12 heures, avec un avertissement sous condition. Alors là, 12 heures, ça me paraît énorme. ça l'est. Et c'est pour ça que c'est très, très encadré. Quelles sont ces conditions du coup? Est-ce qu'une entreprise peut juste décider de faire travailler les gens 12 heures? Non, heureusement. On entre là dans le domaine de l'exceptionnel. Il faut soit d'une situation d'urgence, un surcroît d'activité vraiment temporaire, ou alors, comme le mentionne le document, qu'une convention ou un accord collectif le prévoit. Mais même avec un accord? Même avec un accord, il y a des limites infranchissables. Et la plus importante, c'est le repos. Le repos quotidien. Voilà. Le repos quotidien obligatoire de 11 heures. Mathématiquement, une journée de 12 heures est possible, mais elle est très contraignante. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps dans les 24 heures. Exactement. 12 heures de travail, 11 heures de repos, ça fait 23 heures. Il reste 1 heure de battement. Donc enchaîner des journées comme ça, c'est très compliqué. C'est une flexibilité, oui, mais sous très haute surveillance. C'est logique. La contrepartie d'une longue journée, c'est la récupération. Et ça nous amène au repos. L'infographie montre deux règles. La première, c'est la pause de 20 minutes après 6 heures de travail. La micro-coupure légale, oui, pour souffler un peu. Mais la seconde, c'est celle dont on vient de parler, elle a l'air bien plus fondamentale. Ah oui, c'est le pilier de tout le système de protection de la santé. Ce sont les 11 heures de repos consécutives entre 2 journées. L'infographie le montre bien, on voit jour 1, travail, puis un grand bloc repos de 11 heures avant le jour 2. C'est ça. Et ce n'est pas un chiffre au hasard. On pourrait se demander pourquoi 11 et pas 10. Oui, C'est parce que ces 11 heures sont vues comme le minimum incompressible pour avoir une vraie coupure, physique et mentale. Ça permet de dormir 7 ou 8 heures et d'avoir un peu de temps pour le transport, le repas, la famille. c'est la barrière anti-surmenage. C'est la barrière anti-surmenage, anti-burnout et même anti-accident du travail. C'est pour ça que cette règle est l'une des plus rigides du droit du travail. On n'y touche pas ou très très rarement. Très clair. Donc, des journées encadrées, un repos protégé. Revenons à la semaine. Si je fais le calcul,
5 journées de 10 heures, ça ferait 50 heures. Et là, l'infographie me perd un peu. Elle m'indique une limite max à 48 heures par semaine. Oui, Mais juste à côté, un chiffre qui semble fou, 60 heures, qualifié d'exceptionnel. Comment c'est possible? alors là, vous mettez le doigt sur la complexité du système. Il faut le voir comme des poupées russes. Il y a plusieurs limites qui s'emboîtent. D'accord. La première, la plus courante, c'est 48 heures. C'est le plafond absolu sur une semaine donnée. C'est une limite qui vient du droit européen d'ailleurs. Le premier grand mur. Ok, pour les 48. Mais alors, les 60 heures. Comment on y arrive si le mur est à 48? Les 60 heures, c'est la dérogation ultime. On est dans l'extrême urgence. C'est pas l'entreprise qui décide, donc. Surtout pas. L'infographie le précise. Il faut une autorisation de l'inspection du travail. L'entreprise doit monter un dossier justifié de circonstances exceptionnelles. C'est rarissime. Vous avez un exemple? Je me souviens d'un cas dans l'agroalimentaire. Juste avant Noël, une commande énorme et imprévue. Ils ont demandé une dérogation. L'inspection a accordé 55 heures pour une seule semaine, avec des repos compensateurs énormes la semaine d'après. D'accord. Donc 60 heures, c'est une limite de crise, pas une variable d'ajustement. Voilà, c'est exactement ça. Et ça m'amène à une autre règle, sur la droite de l'infographie. Un calendrier sur 12 semaines, avec une moyenne de 44 heures par semaine. C'est un autre garde-fou. C'est le garde-fou du long terme, le principe de lissage. Le droit du travail, il est pragmatique. Il sait qu'il y a des pics d'activité. Il n'interdit pas de faire une grosse semaine. Non, il n'interdit pas de faire une semaine à 48 heures si c'est nécessaire. Par contre, il impose de compenser. Et cette moyenne sur 12 semaines, elle sert à ça. Donc si on fait des semaines très chargées, Il faut obligatoirement faire des semaines plus légères après pour que la moyenne ne dépasse jamais 44 heures. c'est une logique qui colle à la réalité de certains métiers. Je pense aux saisonniers, par exemple. Tout à fait. Le tourisme, l'agriculture, ou même dans l'industrie pour des gros projets. Le système est fait pour absorber ces pics sans mettre les gens en danger sur la durée. On autorise l'intensité, mais on impose la modération. Et je vois que, comme toujours, il y a une nuance. Cette moyenne peut monter à 46 heures si un accord le prévoit. Toujours cette articulation. Le cadre légal qui protège et la négociation qui adapte. Justement, en parlant d'adaptation, le texte qu'on a est très clair. Ces règles ne s'appliquent pas de la même manière partout. Il parle de la santé, de la restauration. C'est le rôle des conventions collectives. Le code du travail, c'est le squelette. Chaque secteur vient y ajouter les muscles. Un exemple? Prenez la restauration. Le couvre-feu de midi, celui du soir. Une pause déjeuner classique n'a aucun sens. La convention va donc prévoir des systèmes de coupure, une répartition des heures. Et dans la santé? Avec la continuité des soins. Socle de protection. C'est un ajustement fin. Et pour le temps partiel? Ça concerne énormément de monde. Pour le temps partiel, la logique, c'est la proportionnalité. Et la non-discrimination? C'est-à-dire, Un salarié en temps partiel, disons 24 heures par semaine, a les mêmes droits que les autres. Congés payés, formation, mais calculés au prorata de son temps de travail. Il ne peut pas être un salarié de seconde zone. est-ce qu'il fait des heures en plus? Ce sont des heures complémentaires. Elles sont aussi très encadrées et majorées pour éviter que le temps partiel ne devienne un temps plein déguisé et moins bien payé. D'accord. Quand on met tout ça ensemble, on voit que le système est bien plus qu'un simple chiffre de 35 heures. C'est une véritable architecture. Ouais, c'est ça. On a le socle, les 35 heures, mais surtout des plafonds, 10 heures par jour, 48 heures par semaine, et des planchers de repos, comme les 11 heures quotidiennes. C'est un filet de sécurité. Un filet de sécurité avec une certaine souplesse intégrée. L'image de l'architecture est bonne. Il y a des murs porteurs très solides, comme le repos quotidien, et des cloisons qu'on peut bouger un peu, via la négociation. Et l'objectif final? L'objectif final, derrière tous ces chiffres, c'est toujours le même, protéger la santé des personnes et leur permettre d'avoir une vie en dehors du bureau. C'est une recherche permanente d'équilibre entre l'économie et l'humain, une sorte de contrat social. Cet équilibre, oui. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question un peu pour l'avenir. Toutes ces règles, ces horloges, ce calcul du temps, tout ça a été pensé pour un monde où le travail avait un lieu et un temps bien définis. On allait au bureau, on en repartait. Oui, la frontière était claire. Mais aujourd'hui, avec l'explosion du télétravail, la connexion permanente, cette frontière, elle devient floue, poreuse. La question qui se pose est immense. Comment on mesure et surtout, comment on protège le temps de travail quand le travail n'est plus un lieu où l'on va, mais une tâche qui nous suit partout, tout le temps.